Bonjour et bienvenue au Hub des Territoires. Je suis Alexandra Ngo-Botman, responsable innovation ouverte à la Banque des Territoires. Et avec l'équipe, nous sommes ravis de vous accueillir ici en présentiel et également en ligne. Avant d'introduire notre invité Mathieu Baudin, quelques mots sur le Hub des Territoires. C'est l'espace d'échange et de développement de la Banque des Territoires qui vise à inspirer, concrétiser et rassembler au service des projets territoriaux, au service des réussites territoriales. Le tout à travers d'événements, d'ateliers, de rencontres, partage d'expériences ou encore des résidences lancées récemment. Et du coup, je vous invite à découvrir notre agenda, vous abonner à notre newsletter qui devrait être dans le chat. Et comme on a expliqué ce matin, on était ravis de pouvoir accueillir un cycle de conférences avec l'Institut de Futurs Souhaitables pendant notre première année. Et là, du coup, évidemment, ravis de vous retrouver ce matin. Ce cycle de l'année dernière a souligné la résilience de nos territoires et leurs acteurs. On a passé par les économies régénératrices, les foncières solidaires, la santé intégrative. Et donc, évidemment, ravi de vous retrouver encore ce matin. Je vous invite à venir sur scène. Notre invité Mathieu Baudin, directeur de l'Institut de Futurs Souhaitables. Bonjour Mathieu. Bonjour. D'accord. Quelle puissance. Permettez quelques mots d'introduction avant de vous laisser la parole. Vous êtes historien et prospectiviste de formation. Vous avez travaillé sur le développement durable depuis plus de 20 ans. Ancien directeur pédagogique du Collège des hautes études de l'environnement et de développement durable, vous avez enseigné plusieurs grandes écoles, notamment le CNAM, École centrale Paris. Et en mars 2012, vous avez créé l'Institut des Futurs Souhaitables, que vous décrivez comme une école de la réinvention, dont la vocation est de réhabiliter le temps long et dans les décisions présentes, et d'inspirer le débat public et futur souhaitable. Ce qui nous va très bien et ce qui est très aligné avec notre raison d'être au Hub des Territoires, où bien sûr on souhaite faciliter la transformation des territoires, mais également inspirer et débattre et construire les territoires de demain. Voilà, sur ce, je vous laisse la parole. Et Didier d'abord. Oui, juste un tout petit mot pour remercier Mathieu d'être présent parmi nous. Cette petite conférence de ce matin, c'est une introduction en fait à un cycle qu'on fait avec l'Institut des Futurs Souhaitables, qui est un de nos partenaires choc. Puisqu'en fait, il y aura une marche du temps long le 9 novembre. Donc vous êtes invités évidemment à faire cette marche du temps long en anglais Deep Time Walk, qui permet de redécouvrir un peu toute l'histoire de la Terre depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Et puis, un atelier fresque du climat le 30 novembre. Et donc, je ne vais pas rajouter, puisqu'on va laisser la parole à Mathieu. Je veux juste dire que Mathieu, en plus d'être un historien et un prospectiviste, c'est surtout avant tout un conteur et un navigateur, une sorte d'explorateur, une sorte de Magellan des temps modernes. Et donc, on va tout de suite monter dans la caravelle, larguer les amarres et puis t'écouter et mettre le cap. Je ne sais pas vers où, mais en tout cas vers un futur qu'on espère souhaitable. Merci Mathieu. Merci. Alors merci pour l'accueil déjà, merci pour le panégyrique. Je crois que mon oraison funèbre, c'est absolument ce que j'aimerais avoir. Merci juste d'avoir créé ce lieu qui est absolument incroyable. Donc virtuellement, vous le ressentez, mais in real life, comme ils disent les Anglais, ce qui est contre-intuitif en français parce que IRL, ça nous fait irréel chez nous, mais bon, bref, en tout cas, ici, c'est vraiment bien. Donc, merci d'avoir pris ce moment de mettre dans l'époque une agora moderne pour essayer de prendre le temps, pour comprendre le temps, qui est, à mon avis, une des grands secrets de ce moment qu'on vit et des grands apports que la prospective peut apporter, justement, puisque prospectiviste, je le suis, et la prospective, donc cet art d'imaginer les futurs, en fait, c'est un immense prétexte, on va se le dire d'entrée, pour introspecter le présent. Comme l'histoire, j'y reviendrai, est un immense prétexte pour éclairer le présent. Et notre question dans ce cycle et de cette matinée, c'est de voir un peu, de saisir l'époque, de comprendre le temps. Et l'époque, elle porte sur elle, finalement. Ouais, absolument. Ouais, viens, toi, tu sais faire. Il faut laisser faire les gens qui savent faire, en fait. Donc l'époque porte sur elle, en fait, le début et la fin de l'histoire. Époquer, en grec, ça veut dire parenthèse. Ça s'ouvre et ça se ferme. Et on voit bien
qu'il y a quelque chose qui se ferme. On voit bien tous les jours qu'il y a des choses qui se ferment, d'un truc qu'on aurait pu rêver ad vitam. Et d'ailleurs, la marche du temps profond va vous relativiser tout ça. Eh bien, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la fin d'une époque. Vous savez qu'on est l'époque contemporaine, ce qui est assez marrant, hein, parce qu'on se dit contemporain depuis très longtemps. En fait, l'époque contemporaine, c'était déjà quand vous étiez petit. Donc, on ne peut pas être contemporain à un moment donné tout le temps. Il va falloir à un moment donné finir cette chose, la nommer, et en plus passer à autre chose. Et on est dans cette zone d'entre-deux. Les artistes qui, avec leur art, toujours ont l'art de ressentir les choses. Vous savez, c'est Cocteau qui disait que le poète, c'est le seul à pouvoir se souvenir de l'avenir. Eh bien, ces artistes comme Banksy nous le disent bien. En fait, ce qui est plus disponible, c'est notre mode de vie. Le mode de vie qui s'est construit dans les années 50, dans ces 30 glorieuses. Moi, perso, je ne les ai jamais connues. Moi, je suis un enfant des 30 rugueuses. Donc, et en plus, on m'a mis en quarantaine au moment où j'ai eu 40 ans. Il y a quelque chose où vraiment, on se dit que c'est un passage, c'est pas une crise. Une crise de 40 ans, ça n'existe pas. On est en train de passer à autre chose. Et en plus, notre système, en plus que d'être obsolète, il est fragilou. Regardez... Canal de Suez, un petit cadrage débordement qui a mal fini pour un supertanker, et c'est 12% de l'économie du monde qui est attachée au fait de pouvoir que celle ou celui qui prend l'appel, en fait, le fasse un peu plus vite. C'est-à-dire que le désensablement de ce moment-là, en fait, il y a 12% de l'économie du monde qui était retenue à ce souffle-là. Donc, non seulement c'est obsolète, et en plus, c'est fragile. Alors, pourquoi obsolète ? Parce que ce système, cette 30 glorieuse, elle a été pensée dans un temps, les années 50, le milieu du XXe siècle, pour 450 millions d'individus qui avaient à leur disposition toutes les richesses d'une planète entière, avec des influences politiques, de colonies, que sais-je. Quand on veut jouer au même jeu et qu'on est 9 milliards, et si on n'a pas quintuplé les ressources pour alimenter ce système gourmand, on peut se le dire, mais vraiment sans colère, sans ostraciser les boomers, on peut dire juste que c'est pas possible. Donc, on est en train de devoir passer nécessairement à autre chose, à un autre système d'exploitation, parce que celui sur lequel s'est construit notre illusion, eh bien, est en train d'être obsolète. Voilà pourquoi je parle d'un système obsolète. Alors, on est déboussolé, on est désorienté. Ça tombe bien, puisque la prospective, elle a été faite pour donner un peu de sens aux choses dans un temps, l'après-guerre, où on a savamment détruit notre richesse collective, dans un temps, l'après-guerre, où il y avait une disruption mécanique. On avait à ce moment-là de nouvelles perspectives, on avait le nucléaire, on avait l'espace, on avait l'avion rapide. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de cette capacité nouvelle au service d'une obligation de résilience ? C'est ça, c'est comme ça qu'il se pensait les années 50. Et cet homme, Gaston Berger, c'est le premier à avoir mis le mot prospective, alors qu'on avait l'adjectif prospectif avant. Et pour lui, la prospective, c'était une philosophie de l'action. Ça sert à éclairer les décideurs ou les décideuses à l'aune des conséquences de leurs choix. Intéressant. Et pour lui, cette philosophie de l'action, il a résumé comme suit: voir loin, voir large, voir profond, penser à l'homme, on dirait à l'humain aujourd'hui, et prendre des risques. Et quand je vois la définition de la prospective, j'y vois la définition d'un capitaine ou d'une capitaine de navire. Je pense que Magellan, puisque tu l'as cité, devait avoir exactement les mêmes attitudes par rapport à l'avenir pour essayer d'aller à l'ouest, alors que tout le monde l'intimait d'aller à l'est encore plus rapidement que les autres. Donc c'est profondément une attitude, l'attitude prospective, c'est comme ça qu'il en parlait, qui, si elle est bien faite, en ouvrant les futurs, normalement, ça libère le présent. Alors, à chaque fois qu'on a essayé d'imaginer l'avenir, quelles que soient les périodes, on a toujours les mêmes difficultés. Et regardez comment, au début du XXe siècle, entre 1900 et 1908, au début du XXe siècle, au début du XXe siècle, pardon, on imaginait l'an 2000. Est-ce que vous pouvez me dire, vous, en vrai, dans la vraie vie, et vous, en virtuel, dans l'autre vie, parce que vous avez Élise, votre ambassadrice sublime, qui peut prendre toute la modération, les questions, les dialogues, les partages, et elle sera votre voix ici. Donc, qu'est-ce que ces représentations du futur nous disent à la fois du futur et à la fois de celles et ceux qui le pensaient? On est vraiment dans une ère centriste. On est d'accord que quand je suis là, c'est eux qui ne voient pas le truc. Qu'est-ce qu'elles ont en commun, ces représentations du futur? Ouais, la techno est au centre. Le chapeau melon connecté, qu'on se le dit, c'est une vraie bonne idée. Si jamais les Anglais, après le Brexit, ils ont envie de faire autre chose. Hop. La poste, ça créerait des vocations, si ça avait été vraiment comme ça. Le mail. Le dîner en ville, parce qu'ils imaginaient qu'il y avait encore des mondanités dans l'an 2000.
Ouais, il y a quelque chose qui va plus vite ou alors qui diminue le labeur. Il y a quelque chose, soit du confort, soit de la célérité. Quoi d'autre? Le dîner en ville, c'est un dîner chimique. On imaginait que dans l'avenir, on remplacerait tous les bons mets par des pilules. Ça irait certainement plus vite. Encore une fois, la célérité. Le futur de l'école, c'est absolument ça qui se passe. Les cours en ligne. Là, pour le coup, on la voit, la ligne. Les MOOC. Alors, qu'est-ce qui a changé ou qu'est-ce qui n'a pas changé dans leur représentation qu'on avait de l'avenir? La machine est au centre, dont acte, ils avaient une vision machiniste du progrès. Nous, on a un petit peu ce tropisme, on aime bien mettre un gadget technologique et essayer d'inventer la vie prétexte qu'il y a autour. Quoi d'autre? Ouais, à quoi vous le voyez, ça? Ouais. Ouais. En tout cas, l'organisation sociale n'a pas changé. Parce que c'est pas tant la femme qui est en train de faire le ménage que les domestiques qui sont en train de servir, puisque vous avez loupé Nestor, qui lui servait, c'est certainement son mari en plus. Donc, ils ont imaginé qu'en 2000, pardon, lapsus, je suis toujours en jet lag moi, je suis désolé, qu'en l'an 2000, en fait, l'ordre social, il y aurait toujours des bourgeois servis par des domestiques. L'autre chose, où on voit que ça n'a pas changé, c'est les fringues. Toujours étonnant, ça. Ils imaginent qu'en l'an 2000, on s'habille toujours en livrée ou en collerette, je ne sais plus comment ça s'appelle. Là, il y a deux théories d'historiens qui s'affrontent, là en Sorbonne, pas loin. C'est que soit ils s'imaginaient tellement classe que ça allait être indémodable, soit il est difficile de s'extraire des choses qui nous ont vu nous construire pour voir neuf dans un monde où tout est à réinventer. À mon avis, c'est plutôt ça la difficulté. Ils ont du mal à s'extraire du présent qui les a structurés pour voir différemment. Et c'est pas que nos arrière-grands-parents qui ont cette difficulté-là. Regardez à la fin du XXe siècle, le cinquième élément, film de science-fiction, d'anticipation, à qui Luc Besson demande d'imaginer les fringues du futur. Voilà, le lapsus, je donne la réponse avant la question. Jean-Paul Gaultier, c'était son pote, mais aussi c'était le plus loufoque contemporain de l'époque, c'est celui qui habillait Madonna. Donc, je le dis pour les jeunes qui sont certainement en web, Madonna, c'était la Lady Gaga d'avant. Donc elle avait les mêmes excentricités, elle avait besoin d'un créateur fou, et c'était lui, Jean-Paul Gaultier. Mais avec toute l'excentricité de ce créateur, il imagine des fringues uniformes, phosphorescents, fluorescents, que sais-je encore. C'est toujours des uniformes dans son futur vestimentaire. Il n'a pas pensé que dans le futur, ça puisse être un champ magnétique qui réagit à l'émotion de celle ou celui qui vous regarde. Il a pris ce qu'il connaissait, il a tordu la réalité, il en a fait une réalité augmentée de ce qu'on connaît déjà. La grande difficulté de l'exercice de la prospective, d'imaginer le futur, c'est que notre tropisme naturel, notre tendance naturelle, c'est de prendre ce qu'on connaît et de l'augmenter, en le cassant, en l'exponentialisant, mais on a du mal à voir neuf. Pourtant, demain sera profondément différent. Si vous voulez vous en assurer, imaginez en 1800 vos arrière, donc 6 générations, est-ce qu'ils auraient pu imaginer 1/100 de la journée que vous allez passer aujourd'hui? A priori, non. Et pourtant, demain sera profondément différent. En 2100, ce sera différent. Qu'on le veuille ou non, d'ailleurs. 2100, nous, si on devait faire les cartes postales de 2100 aujourd'hui, on aurait d'autres questions que ça. Nous, on se poserait la question, est-ce qu'il y a encore des humains? On a un grand stress en ce moment pour savoir s'il y a encore des humains. Eux, la réponse, elle était vite entendue, hein, comme ils disent en Suisse. Il y a non seulement des humains, et la machine est au service des humains. Nous, dans nos cartes postales à nous, on se poserait la question aussi, elle est placée où la machine? Elle est au centre, mais elle est au centre, elle prend tout le centre. C'est quoi notre rapport à la machine? Nous, on se pose ce genre de questions-là. Encore une fois, au 19e, c'était entendu, c'était au service d'eux. Le 19e, c'est la foi dans le progrès. Le 19e, c'est les petits et les grands palais. On en a construit 13 sur le champ de Mars. À la fin de chaque expo universelle, on détruisait ces bâtiments incroyables. Pourquoi? Parce qu'on sentait qu'ils étaient obsolètes déjà à la fin de l'expo universelle et que la fois prochaine, il y aurait des nouveaux matériaux. Cette foi dans le progrès, nous, on l'a perdu en Europe. Les États-Unis, ils l'ont toujours. C'est pour ça qu'on les voit un peu techno-évangélistes béats. Mais en fait, nous, on avait la même béatitude. Nous, on faisait des grandes structures en métal pour voir qu'on en avait une très grande par rapport à l'Angleterre. Ça s'appelle la Tour Eiffel. Et on a imaginé la fin de la Tour Eiffel. On a imaginé la déboulonner et la recycler 20 ans plus tard. Il y avait déjà un contrat qui était signé. C'est juste les militaires qui ont eu la bonne idée de dire « Ah, c'est génial, 300 mètres de hauteur, alors que la radio commence, on va la garder pour la radio. » Et c'est comme ça qu'on a mis les antennes là-haut. Donc, cette foi-là, on l'avait. Nous, on l'a plus. Pourquoi? Parce que 2 guerres mondiales sont passées par là et qu'on a relativisé le progrès. Quand vous voyez les bombes, donc le progrès tomber sur Dresde et annihiler 2000 ans d'histoire,
Après, quand on a survécu, on relativise le progrès. Les Américains, ils n'ont pas été frappés dans leur cœur comme ça. Ils ont été frappés dans leur chair, ils ont perdu des hommes, mais ils n'ont pas perdu une partie de l'histoire. Donc, nos petits cousins américains, ils ont toujours ça à l'idée. Alors, quelques enseignements d'un modeste explorateur du futur. Modeste parce que ce n'est que empirique, évidemment, mais quand on se parle avec les autres, donc ceux qui voyagent dans l'avenir, eh bien, on a un peu les mêmes ressentis. Et le premier ressenti, c'est que, je l'ai dit en introduction, le futur, c'est un prétexte à éclairer le présent, comme l'histoire est un prétexte à éclairer le présent. Et en fait, historiennes ou prospectivistes, ils ne sont pas physiquement avec leur sujet quand ils en parlent, ils prennent un certain nombre d'éléments et de variables et ils racontent des histoires. En fait, quand vous faites le panégyrique de l'Inde de Gouges, vous n'êtes pas à côté d'elle. Vous prenez un certain nombre d'éléments qu'elle a légués ou qu'on a écrit sur elle et vous créez une histoire. D'ailleurs, ce qui est génial avec l'histoire, moi ça me passionne, ça, c'est que l'histoire, elle n'est pas fixe. C'est-à-dire qu'on peut se dire à un moment donné, c'est notre réalité historique, mais il suffit qu'on trouve un artefact incroyable dans un mausolée inviolé pour re-questionner profondément ce qu'on savait sur la période. Nous, on est les descendants des Gaulois que depuis la fin du 19e siècle. C'est pas qu'on n'était pas avant. C'est juste qu'au 19e, on a eu besoin de ressortir un chef victorieux dans la défaite. Le mec, il perd avec panache. Et là, on sort le Vercingétorix, on a l'impression qu'il éclate les doigts de pied de Jules César quand il rend les armes. C'est Astérix qui nous le dit. Et en fait, le Vercingétorix, déjà, c'était un titre, et il est mort étranglé à Rome dans une prison comme un crevard. En fait, dans le roman national, on ne l'a pas dit ça. On a voulu quelque chose, donc on écrit l'histoire différemment en fonction des périodes. Ça s'appelle le roman national. La prospective, c'est encore plus volatile, puisqu'on est contemporain de la transformation du futur. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que tout ça est une histoire d'histoire, et que les histoires, c'est important. Les histoires qu'on se raconte, ça structure les civilisations. C'est Yuval Harari qui nous le dit dans Sapiens magnifiquement. Lisez-le, parce que vous savez tout ce qu'il va dire, mais alors il le dit d'une manière où vous redécouvrez chaque page. Les 200 premières pages nous disent « Nous sommes une espèce fabulatrice ». On se raconte des histoires. Et on y croit tellement à ces histoires que ça structure nos sociétés. Une des trucs assez incroyables qu'on s'est raconté récemment, c'est qu'à la Révolution française, on a décidé que les humains étaient égaux en droit. Incroyable. Parce qu'avant, on pouvait laisser mourir un enfant de pauvre devant l'Hôtel-Dieu, tout à fait naturellement. Après 1792, c'est plus possible. Parce qu'on dit tout le monde naît libre et égaux en droit. Ce qui fait que l'handicapé ou celui qui est fort comme un chevalier, eh bien, il a les mêmes droits. Ça a structuré nos 200 ans et on est les produits de ça. On s'est raconté une histoire, on était égaux. À un moment donné, en 1848, on s'est raconté une autre histoire, tous les humains sont égaux, fini l'esclavage. Et quand Schulcher le dit à l'Assemblée, les gens lui disent « mais si on supprime l'esclavage dans les Antilles, notre économie s'effondre ». Et le type a le courage de dire « eh bien, il faudra changer d'économie ». On est à peu près dans cette métamorphose-là. L'esclavage, il est plus humain, il est de la nature. On est en train de voir l'émancipation de la nature par rapport à notre esclavage. Mais on est dans ces moments de période assez incroyables. Il y en a beaucoup de périodes historiques incroyables, mais il y en a des périodes qui se transforment avec autant de puissance. Il n'y en a pas tant que ça. Quand on fait une analogie avec la période de maintenant, on se dit on vit une nouvelle renaissance. Ou on vit peut-être le néolithique. Vous savez, ce moment où on s'est stabilisé. On était nomade, on s'est posé, on est devenu sédentaire, on a commencé à thésauriser, il a fallu compter, on a pris des morceaux de cailloux, les calculs que des fois on a là, et là, la mathématique est arrivée, l'économie, et ça structure 12 000 ans d'histoire après. On est encore, nous, les enfants du néolithique. On est aussi les enfants de la Renaissance. Eh bien, peut-être qu'aujourd'hui, on vit une nouvelle renaissance, mais la différence des renaissantes et des renaissants qui ne le savaient pas, nous, on en a conscience. Et donc, on peut y participer. Vivre une renaissance en conscience, à mon avis, c'est quelque chose d'assez insolite. Donc, tout ça est une histoire d'histoire. Et si j'avais à résumer avec une belle phrase ce qu'est la prospective, c'est un immense prétexte. C'est la seule façon même de prendre du recul pour nous, c'est d'éloigner l'horizon. C'est un horizon prétexte pour se désengluer du présent. Alors, si l'histoire et la prospective, c'est un peu le même métier, sauf qu'on ne regarde pas les mêmes côtés, est-ce que l'histoire se répète ? Et ce serait bien que la réponse soit oui. On gagnerait tous du temps dans nos boulots. On serait au début d'une phase, à la fin d'un cycle, que sais-je. Moi, il m'a fallu 25 ans pour comprendre ça. Et je vous le dis, c'est vraiment très évident. Vous savez, c'est le genre de vérité où il faut du temps pour les engrammer. On pourrait être triste de cette société si connectée au monde.
C'est vraiment le kiff de Diderot d'Alembert, notre période-là. Je suis sûr qu'ils auraient adoré les encyclopédistes vivre. Ils seraient au hub des territoires, là. Ils seraient connectés avec des Tibétains incroyables ou des Néo-Zélandais fantastiques. L'encyclopédiste aurait été en wiki, en 10 mois, ça aurait été plié, cette affaire. Ça aurait directement été traduit en breton. Et donc, vraiment, quelle période incroyable pour celui qui sait naviguer dans cette période. Mais il y a un ministère de la solitude en Angleterre. Donc, on est connecté au monde et déconnecté des humains entre eux. Tristesse. Je sens profondément, moi, que ce n'est pas une histoire de technologie, mais plutôt une histoire de comportement. Et moi, il m'a fallu du temps pour comprendre, mais c'est évident a posteriori, ce n'est pas tant l'histoire qui se répète que les comportements humains. Ce qui relativise et ce qui nous force à l'humilité. Oui, on est tous uniques, génétiquement c'est prouvé, mais on n'est peut-être pas si singulier que ça. Il y a peut-être avant nous des gens qui ont eu à vivre les mêmes choses et on est obligé de passer par l'expérience pour le comprendre. Et donc, quand on veut anticiper un petit peu, savoir que les comportements se répètent est peut-être un outil intéressant. L'autre chose, c'est que la prospective, c'est comme la philo, ça sert à se poser les bonnes questions. Et je ne sais pas, à la CDC, même si j'en ai une petite idée, puisque moi, mon premier stage en 99, c'était à la CDC, rue de Lille, dans le département développement durable, donc avec Elisabeth Guingamp, donc, que je salue. J'imagine, je lui souhaite qu'elle soit plus là, mais en tout cas, non pas parce que c'était pas cool, mais à un moment donné, il faut prendre plaisir à faire autre chose. 99, c'était ici, et je vois bien la difficulté de se poser les bonnes questions à la CDC, pas que à l'Assemblée nationale. Pourquoi une question elle est mauvaise? C'est pas qu'elle est méchante, c'est juste qu'elle est inadaptée. Une bonne question, ça fait gagner du temps, ou plutôt ça évite de perdre du temps à traiter des mauvaises questions. Donc la prospective, c'est comme l'exploration. Un tiers de notre boulot, c'est d'adresser le questionnement. Comme un tiers du boulot des explorateurs et des exploratrices, c'est se préparer à voyager en incertitude, c'est préparer le sac. Donc une bonne question, ça permet de gagner du temps. Comme moi, vous avez eu le temps dans les 50 dernières années d'aller au cinéma et de voir des films de science-fiction. Et vous avez vu le petit tropisme qu'on a depuis un demi-siècle à montrer demain comme la réalité augmentée de ce qu'on a de pire. Souvent la science-fiction, je vous fais le scénario de tout ce que vous avez vu, de tout ce que vous allez voir sur Netflix, c'est un scénario noir. Souvent, il y a de l'érosion, il y a de la corrosion, c'est soit du brouillard, soit du sable. Dans Mad Max, c'est du sable, par exemple. Même la distance, il y a du flou. Il y a des structures verticales qui fuient la Terre. Et regardez, on ne voit jamais les toits de ces structures. Très rarement les toits. En fait, il y a une envie de partir. Et il y a un game over généralisé pour l'environnement. Généralement, il n'y en a pas. Quand il y en a, il est protégé dans une bulle. Et puis, le seul espoir qui vous reste à 2 tiers du film, c'est l'amour qui arrive. L'amour d'un homme et d'une femme, d'un homme et d'un homme, d'une femme et d'une femme. Vous choisissez bien la combinaison qui vous va, mais le simple fait que l'humain a encore la capacité d'aimer, là réside l'espoir. Pour ceux qui ont eu des histoires précédemment et qui sont arrêtés, moi je trouve que c'est un peu tendax de juste avoir l'avenir de l'humanité dans l'amour, mais en tout cas c'est ça, c'est ce 5e élément. Et quand un film vous augure que la machine aime, c'est le film le plus flippant. Heure, avec Joaquin Phoenix et Scarlett Johansson, c'est juste incroyable ce film. Je vous fais le pitch, comme on dit, du film, et vous allez voir, il est excellemment sexy. C'est un homme lambda qui, dans un futur proche, va tomber amoureux de son système d'exploitation d'ordinateur. Croyez-moi, c'est un film transformateur, il faut le voir, c'est assez improbable, parce qu'en fait, moi, je serais tombé aussi amoureux d'elle. Pourquoi ? Parce qu'elle, elle une voix déjà incroyable, c'est comme une correspondance épistolaire. On tombait en pâmoison pour un beau mot qu'on attendait pendant 6 mois au XVIIIe siècle. Là, non seulement elle vous parle, en plus elle vous connaît par cœur parce qu'elle gère vos données depuis que vous êtes né. Donc il y a quelque chose d'assez... c'est ça l'amour. Donc tant qu'on a l'amour, on peut survivre. Alors pourquoi on a ce tropisme-là ? En fait, on n'a pas toujours raconté le futur comme un avenir pourri. À la fin du XIXe siècle, Jules Verne, il écrit des dystopies comme ça, l'inverse de l'utopie. Son éditeur ne le prend pas. Il pense que jamais ça pourra marcher. Et c'est pour ça qu'on a les utopies de Jules Verne, parce que c'était l'ère du temps. Alors pourquoi on est gourmand d'apocalypse, nous ? Il y a quelque chose, à mon avis, qui est de l'ordre du... Il est plus facile de gérer le dégoût que l'espoir. J'ai l'impression qu'on ne prend plus le risque de l'espoir dans notre société. Pourquoi ? Parce qu'un pessimiste qui se trompe, en fait, vous ne lui en voulez pas vraiment. Même secrètement, je suis sûr que vous êtes content qu'il se soit trompé. Un optimiste qui se trompe, il casse en vous quelque chose de bien plus fragile. Je pense qu'on ne prend plus le soin de cette fragilité. D'ailleurs, voyez en signal faible, ces petits faits porteurs d'avenir, comme on dit en prospective, comment la fragilité revient comme une valeur.
ou en tout cas comme quelque chose d'important. Comment ces grands chefs d'entreprise, hommes ou femmes, vous parlent de leurs failles et de leur résilience. Comment le kintsugi, l'art pluriséculaire japonais de sublimer les failles d'une porcelaine avec de l'or, revient in the mood. Ça fait 1500 ans qu'ils le pratiquent, mais ça devient d'actualité pour nous. Comment il y a quelque chose qui est de l'ordre de le retour de la fragilité. On n'est plus des rocs, on est quelque chose de plus subtil. Eh bien, peut-être qu'on aura des films de science-fiction où la fragilité sera magnifiée avant d'aller vers de nouveau de l'espoir. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a autant d'histoires que de gens pour raconter dans l'avenir. Il y a une histoire qui vous a amené ici, en virtuel ou en présentiel, au Hub ce matin. Et encore, on peut se raconter des histoires. Puisqu'il y a une historiographie qui est l'histoire de l'histoire. On peut se raconter nos légendes personnelles. Ce qui est sûr, c'est que le futur, lui, il est vachement plus ouvert. Et donc, nourrir une voix plus qu'une autre, ça lui donne aussi les moyens d'arriver. En fait, plus on se raconte des histoires, plus les bifurcations sont orientées. C'est pour ça que, à mon avis, il va falloir parler autre chose que du futur foiré si on veut avoir une chance de ne pas y aller dans ce futur foiré. En gros, quand vous faites de la prospective, il y a plein de scénarios possibles. Il y en a autant que des gens dans la salle et en virtuel. Et si vous combinez tous les scénarios, il y en a encore plus. En gros, il y a 4 tendances. Le premier, justement, c'est le tendanciel. Vous prenez l'existant et vous tirez la courbe. La somme constante ou avec un peu de gens en plus. Moi, je suis venu en Vélib ici. Il y a fort à parier que dans les villes secondaires, la mobilité douce se développe et qu'à Marvejols en Lozère, un exemple que je prends souvent puisque ma famille est de là-bas, il y ait de la mobilité douce qui arrive même là-bas. Il est à noter que tous les scénarios tendanciels dans beaucoup de domaines, quand vous les tirez actuellement, en fait, ça nous conduit à la catastrophe. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, ce système, il a été pensé pour 450 millions d'individus occidentaux de l'Ouest qui avaient toutes les ressources à disposition. Si on joue à 9 milliards et qu'on n'a pas quintuplé les ressources, le système gourmand ne marche pas. Donc, le tendanciel, pour l'instant, ça va vraiment dans le pas top. La catastrophe, j'en parle pas, on est tellement gourmand de l'apocalypse qu'il suffit d'ouvrir la TNT pour les voir. Le rupture, ici, je pense que vous en faites pas mal. Les TED, les conférences TED en sont gourmands. C'est des petits faits porteurs d'avenir. C'est ces gens qui, sur un rond rouge, vous donnent toute la potentialité de leur découverte. Un signal rupturiste aujourd'hui, c'est si les Sud-Coréens, il est avéré qu'ils arrivent à faire l'énergie de fusion sur Terre avec 25 ans d'avance par rapport à Cadarache, ça peut changer 2-3 trucs dans les 10 prochaines années. Et le scénario souhaitable, à la différence des 3 premiers qui prennent l'existant et qui tirent les courbes, à l'horizontale pour le tendanciel, le catastrophe le casse et le rupture l'exponentialise. Le souhaitable, lui, son grand secret, et c'est ce que vous faites ce matin, c'est qu'il prend le temps de voyager dans le temps, dans un futur prétexte, 2030, 2040, 2050, peu importe, c'est pour s'extraire du présent, et il prend le temps pour comprendre le temps. Ça, c'est le grand secret de la prospective. Pour comprendre le temps, il faut prendre le temps. C'est pour ça que l'exercice d'après qui vous est proposé, la marche du temps profond, vous allez engrammer le temps long. Et vous verrez, il n'y aura pas besoin de discours une fois que vous allez vraiment intégrer le fait que, je ne vous dis pas, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'expérientiel du temps, il faut l'engrammer. Une fois que vous l'avez engrammé, vous vous dites ce que vous voulez voir advenu. Vous partez de vous, de vos désirs, de vos envies, vous les sortez déjà, vous les reconnaissez, et puis vous échangez ensemble pour une vision partagée d'un futur advenu qui donne envie d'aller vers lui. Une fois que vous avez fait ça, vous reculez, vous faites du backcasting, comme on le dit si joliment en français, et vous voyez tous les leviers arriver jusqu'à ici et maintenant, 2022, automne. Et si c'est bien fait, vous avez une voie stratégique qui vous conduit vers un horizon, qui est la grande clé pour voyager. Il y a 2 manières de voyager quand vous êtes sur une caravelle. Soit vous évitez les écueils, et ça fait une voie par défaut. On a toujours navigué comme ça, pour l'instant. Soit vous voyez un horizon, et là, vous avez des caps pour aller vers l'horizon. Et nous, Tariq, le prochain qui va venir, qui va vous faire la marche du temps profond, il est chef d'expédition polaire. Il le dit, quand il a un horizon clair, même s'il y a une tempête, il peut aller dedans, avec le capitaine, parce que ce n'est pas lui qui navigue, pour gagner de la vitesse, pour aller vers son horizon. Donc, nul vent favorable pour celui qui ne sait où il va, la vieille phrase de Sénèque est toujours d'actualité. Et donc, l'enjeu pour nous, c'est de trouver un horizon pour que les vents soient favorables. D'ailleurs, ça ne vous a pas échappé que les partis politiques ont changé de nom. On a Horizon qui vient d'arriver, avec du côté du Havre. On a Reconquête, Renaissance. Renaissance, il y a plus de perspectives, mais ça ne m'étonne pas qu'ils aient choisi ça. Et il y a l'Avenir en commun. En fait, on est sur l'horizon actuellement dans les partis politiques. Alors, avant, on était sur les moyens. Les démocrates, les républicains. C'était plutôt un moyen de faire perdurer quelque chose.
Donc la question de l'horizon, à mon avis, est redevenue la question centrale, justement pour la stratégie, ce qui était l'âme de la prospective. Alors, on est à ce moment-là précis de notre histoire. Je pense qu'on est entre la chenille et le papillon. Vous savez, dans la biologie, la chenille, elle connaît que l'horizontalité. Quand un papillon, une fois qu'il a transmuté, lui augure de la perspective de devenir papillon, il est hérétique pour une chenille. Dans la biologie, à un moment donné, dans la chenille, il y a des cellules de papillon qui arrivent dans son corps pour préparer la métamorphose, la transmutation. Et le premier réflexe de l'écosystème de la chenille, c'est d'envoyer des forces réactionnaires pour tuer les cellules de papillon, pour ne pas changer. Et à un moment donné, il y a un point de percolation, il y a trop de cellules de papillon par rapport aux forces réactionnaires qui ne veulent pas changer, et donc on rentre dans la phase seconde qui est la transmutation. Et là, grand secret, il y a une pause, il y a une chrysalide, il y a un cocon, il y a une pause totale. Et il y a une alchimie subtile d'ailleurs qu'on ne voit pas, il y a un côté un peu magique, et il y a la perspective d'une nouvelle ère et d'un nouvel état, l'air qui est le papillon. Il y a des biologistes ont nommé ces cellules de papillon des cellules imaginales, comme si l'imaginaire était le préalable à toute métamorphose, et donc se raconter des histoires et choisir quelle histoire on va se dire ensemble pour aller où est à mon avis le préalable à toutes les grandes métamorphoses. Si j'avais à résumer mon propos, en fait ce qu'on donne nous en prospective et particulièrement dans la prospective des souhaitables, c'est une boussole. C'est ça qui nous manque en ce moment. Attention, c'est une boussole particulière, c'est une boussole qui ne montre pas de direction. C'est une boussole, en fait, c'est la boussole de Jack Sparrow. Pendant les 2 tiers du film, il a une boussole incroyable, mais elle ne donne pas de direction, d'ailleurs, aux grandes dames de son équipage qui n'en peuvent plus de errer comme ça, sans but. Et à un moment donné, Jack Sparrow, il sait ce qu'il cherche. Et à ce moment-là, la boussole lui donne un cap. Donc, cette boussole, elle ne donne un cap stratégique que quand vous savez, quand vous avez trouvé votre propre horizon. Encore une fois, trouver un horizon, c'est le préalable dans cette période de métamorphose. Les caps stratégiques suivront, et encore mieux, il y a plein d'armes de construction massive à votre disposition pour aller vers les caps stratégiques que vous voulez, pour converger vers les horizons. Parce que moi, pour travailler avec beaucoup de domaines, je trouve qu'il y a un côté excitant à trouver que quand on prend le temps du temps, en fait, on converge dans les solutions. Quelle que soit l'obédience de départ, qu'on soit privé, public, de droite, de gauche, vieux ou ancien, quand on prend le temps du temps, on converge. Si vous voulez encore avoir une preuve de ça, regardez la Convention citoyenne. Vous prenez des gens tirés au sort, certes qui ont répondu, mais tirés au sort. Il y avait des sceptiques dedans, il y avait des vieux, il y avait des chômeurs, il y avait ce que vous voulez. Et à la fin, vous avez 150 trucs programmatiques qui rassemblent les gens et qui convergent vers un horizon qui est post-partisan. On n'est plus dans la droite, on n'est plus dans la gauche, on est dans autre chose. On est dans cette gourmandise d'un futur dans lequel on aimerait vivre. Je vais arrêter là pour vous demander qu'est-ce qui a résonné dans ce que je vous ai raconté, dans ce petit moment de partage. J'ai pris 30 minutes, là j'ai encore 40 secondes, je vous les donne d'ailleurs. Et qu'est-ce qui a résonné? Et résonner, vous l'écrirez bien comme vous voulez. C'est la beauté de la langue française. Soit ça résonne avec la tête, soit ça résonne avec autre chose. Et vous qui êtes dans le monde virtuel des internets, vous avez Élise, qui est votre incarnation physique, c'est une espèce d'avatar assez incroyable, sur un fauteuil rouge, je vous le dis, il y a un côté un peu film de science-fiction, et donc elle sera votre voix, votre ambassadrice, donc n'hésitez pas à nous dire ce que ça a résonné en vous. Je vous en prie. Je reprendrai les questions pour les internets. Merci beaucoup. Merci pour cette intervention particulièrement énergisante. Vous avez dit à un moment donné que, de votre point de vue, alors je n'ai plus vos mots exacts, mais les problématiques qu'on rencontrait aujourd'hui, elles étaient dues non pas à la technologie, mais au comportement. Alors là, je vous avoue que j'aimerais bien que vous en disiez un petit peu plus. Non, j'ai pas dit que la situation était due à. J'ai dit que moi, j'ai compris que c'est pas l'histoire qui se répète, mais c'est les comportements humains. C'est ça que j'ai dit dans ma vie à moi. La situation démiurgique, planétaire, où on est tellement puissant qu'on va nommer notre ère l'Anthropocène, ça c'est nouveau. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais j'ai compris qu'avant d'imaginer le futur, regardez ce qui s'est passé. Et l'histoire, je le prends comme un lieu de référence et pas comme un lieu de résidence. Je vous prends un exemple. Vous avez lu Othello de Shakespeare?
où vous l'avez vu, le film il est aussi bien que le bouquin, et en plus il y a Kenneth Branagh et Morpheus de Matrix qui jouent dedans. Et en fait, c'est l'histoire du gouverneur de Syracuse. Il est mort, donc il est noir et certainement musulman. Il est patron de Syracuse, donc il est devenu au zénith de sa carrière. Et il y a un fidèle suivant, Iago, qui l'a toujours suivi. C'est son ami, son confident, son porte-mallette. Et à un moment donné, il y a Desdémone qui arrive. Et Desdémone, l'amour, en fait, enlève la filia grecque, donc l'amitié avec Iago, qui se sent profondément trahi. Et à ce moment-là, toute la beauté du bouquin, c'est la perversion avec laquelle un homme, en aimant un autre, d'amitié, va le trahir avec une sublime, horrible, sublime efficacité. D'accord ? Moi, à 500 ans d'écart, toute proportion gardée, j'avais exactement la même histoire qui m'arrivait. Un pote à la vie et à la mort, une demoiselle, et là, mais pourquoi tu me trahis comme ça ? Je ne comprends pas, papa. En 500 ans d'âge, en fait, il y a des génies, des hommes ou des femmes, qui arrivent dans leur art à mettre des traits atemporels de la nature humaine. C'est d'ailleurs pour ça que la mythologie grecque nous parle encore. Parce que c'est les archétypes de notre humanité. Donc ce que je dis, c'est que peut-être que la situation est nouvelle, peut-être qu'on est tous uniques, mais on n'est pas si singulier que ça. Et au Moyen-Orient, j'ai l'impression qu'on a vu 100 fois la partie se jouer dans les 1000 dernières années, sensiblement avec toujours les mêmes cartes. Ils veulent toujours vous mettre la pression en amont sur le plateau du Golan, ils veulent toujours une ville sainte plusieurs fois. C'est toujours les Perses, les ennemis, les Iraniens, c'était les Perses avant. Mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de l'atemporalité. Donc, le Benjamin Netanyahou, il n'est pas si original que ça. Peut-être regarder les Benjamin Netanyahou d'avant, peut-être que ça peut nous donner des clés sur ce qui pourrait arriver. Et avec les histoires d'amour, c'est encore pire. C'est-à-dire que c'est toujours un peu les mêmes cycles, même si la tendance, on voit bien, évolue dans le rapport homme-femme. Il y a quelque chose sur notre singularité, relativiser notre singularité. Et je trouve que ça nous rend plus modestes par rapport à notre place qu'on se trouve là. Mais la situation, elle est évidemment unique, puisque d'abord c'est la nôtre, et ensuite parce que la puissance avec laquelle on doit agir sur le monde est différente. Qu'est-ce qui a résonné d'autre ? Oui, merci pour ce propos très intéressant. Je voulais réagir sur votre remarque de conclusion qui était de prendre le temps pour définir un horizon. Est-ce que ce n'est pas un frein aussi à l'action en supposant qu'on parviendra à définir un horizon qui convienne à tout le monde ? Moi, personnellement, j'ai quelques doutes sur notre capacité à définir un horizon qui pourrait convenir à 7 milliards d'habitants sur la Terre. Ouais, alors 8 milliards. Hein. Mais les chiffres ne sont pas à jour, désolé. Non, mais c'est incroyable. Nous, quand on a appris, c'était 7 milliards. Là, le 15 novembre, c'est le 25 novembre, bref, ils vont célébrer à l'ONU, ils vont dire on est 8 milliards. Vous voyez la célérité des choses. Ça aussi, c'est nouveau. On n'a jamais été 8 milliards. Du temps de Charlemagne, ils étaient 250 millions, les gars. Donc, il y a vraiment un truc... Alors, là, moi, je vous partage l'expérience. Elle est à la fois modeste et ça fait 25 ans. Quand on prend le temps du temps, quelle que soit l'obédience, quel que soit le pays, moi, je l'ai fait avec des Béninois, je l'ai fait avec des Brésiliens, je l'ai fait avec... en fait, on converge. Je trouve ça très... Moi, je suis très confiant sur ça. Mais il y a un problème. Donc, je dirai le problème à la fin. Donc, on converge. Quand on prend le temps du temps, on converge notamment sur... On replace nécessairement, et quelle que soit sa langue, la position de l'homme par rapport à la nature. Cette position qui s'est installée à la Renaissance. On s'est mis au centre du jeu et la nature est au service de nos désirs. On a relativisé notre place dans l'univers, mais on n'a pas relativisé notre place sur la biosphère. En gros, on n'a pas fait la révolution copernicienne jusqu'au bout. Eh bien, quel que soit le milieu, en fait, à la fin, il relativise ça, avec plus ou moins de puissance. Moi, j'avais un Khmer vert mélanchoniste qui a fait son voyage avec la DIRCAP de Devedjian. Ce n'est pas des obédiences politiques tout à fait sensibles. Les deux, à la fin, un a créé Darwin à Bordeaux et l'autre a été patronne de la Défense. Et les deux ont essayé de faire revégétaliser et faire des fermes urbaines à l'intérieur de leur structure. Ce qui fait que c'était un truc post-partisan. Pourquoi ils ont fait ça ? Parce qu'ils ont compris que remettre de la vie dans la ville était une clé de salut de notre humanité. Donc il y a des choses où on converge, il y a des convergences. Ça, je trouve ça intéressant. La difficulté, c'est qu'il faut prendre le temps du temps et que tous et toutes vous disent on n'a pas le temps.
Il y a là une célérité, on est sous le joug d'un tsunami organisationnel, que sais-je. Donc pour moi, la clé, et c'est la bataille préalable, c'est prendre le temps du temps, faire cette pause salutaire, cette chrysalide, et à mon avis, même de la résistance opérative. Après, il y en a qui foncent sans faire ça directement dans la solution technologique. Moi, j'aime bien rappeler, particulièrement quand je vois les voitures, qu'une voiture électrique, elle est toujours aussi ridicule dans un embouteillage. Ce n'est pas une question de technologie, c'est une question de rapport à la mobilité, le transport et où vous allez et pourquoi vous y allez. Donc ça, ce truc préalable, quand on fait ce moment-là de réflexion, je trouve que moi, je peux en témoigner, on converge. Quoi d'autre? Sur les internets aussi? Ça marche. On va vous donner le micro. Allô, ouais. C'est pas tant une question, c'est plus vous avez dit ce sur quoi on veut rebondir et c'est la phrase de participer à la renaissance en conscience. Je trouve que c'est un enjeu personnel et collectif aussi difficile qu'indispensable presque. Et une solution pour y parvenir, c'est prendre le temps du temps, mais c'est quand même voilà, c'est certainement l'avenir, mais c'est pas facile. On le voit bien dans nos vies, comment c'est pas facile. Alors au niveau d'une organisation, mais je finirai sur un truc pour nous donner une clé, un petit cadeau. Et vous savez, le cadeau en français, c'est un présent. Les langues sont puissantes en fonction des situations. Moi, je trouve que l'anglais, maintenant, il va falloir passer à autre chose parce que ça a été justement cette ère qui se finit. C'est une ère anglo-saxonne. C'est l'ère de la révolution industrielle. Donc, je pense qu'il y aura du polysémisme. Moi, j'attends un truc technologique avec gourmandise. C'est la petite oreillette qui me fera comprendre la blague du néo-zélandais dans le texte. Et du maori, en fait. Ou la blague du japonais. Ils sont tous en train de se poiler. Moi, je ne l'ai pas compris. Et donc là, il me traduit la beauté parce que je pense qu'une partie des solutions est déjà là. Et donc, on n'y a juste pas accès. Nous, en français, par exemple, on a 2 mots pour dire l'avenir. On a le futur et l'avenir. C'est quand même assez incroyable. Et étymologiquement, avenir, c'est la même racine qu'aventure. C'est pas mal. Nos amis japonais, ils peuvent pas mettre un pluriel au futur. On va être en galère. Hein. Donc, autant qu'on les aide sur ça et autant qu'ils nous aident sur le kintsugi. Il y a quelque chose, moi, j'ai hâte de ça. Je serai assez gourmand de ça. Je sais pas du tout pourquoi j'ai dit ça, mais en tout cas, c'est absolument pas du tout ma réponse. Ah oui, si, prendre le temps. Je vous donne un truc pour prendre le temps. Un truc qu'on m'a fait avec délice, c'est un philosophe qui me l'a fait, c'est Patrick Vivray, et j'aimerais vous le donner, ce sera mon dernier mot. Les internets, ils disent quoi? C'est Odile qui nous partage ce qui a résonné de son côté. Alors il y a 2 choses. 1, la confiance. Chercher son horizon, savoir qu'il existe la boussole sans direction, nord-sud, mais qui finit par donner un cap. Et la deuxième chose, c'est le postulat que l'amour demeure. Et elle s'excuse car ça fait sentimental, mais il ne faut pas. Vous excusez pas, je pense que c'est même l'essentiel. Tout finira et commencera par ça. L'amour, sur la confiance, moi je rebondis sur ça. Je pense que la confiance, c'est le pharmacone de l'époque. Vous savez, le pharmacone, c'est à la fois le poison et l'antidote. Je trouve qu'on crève de ne plus avoir confiance en personne et à chaque fois qu'on gagne confiance en quelqu'un, on reprend des points de vie collectifs. Et moi, j'ai eu le bonheur pendant cette pandémie de faire un podcast libre et gratuit qui s'appelle « Dites à l'avenir que nous arrivons ». Et le fil rouge de ce podcast, c'est la confiance. Je reçois des gens en qui j'ai confiance. Et en gros, si vous me faites confiance à ces gens-là par rebond. Et on converse sur l'époque pendant 42 minutes. Donc la confiance, pour moi, est la clé. Une des clés, avec le temps. Une autre clé. Et l'amour, vous excusez pas. Alors moi, je voulais rebondir par rapport à ce que vous aviez dit sur prendre le temps, justement, et dans un sens où on est structurellement contre le changement, à chaque fois on freine des 4 fers comme la chenille jusqu'à ce que ce soit trop tard. Et du coup, quand on a le temps de prendre le temps, personne ne se pose la question, ou alors seulement ceux qui débutent et pas forcément les gens au pouvoir. Et une fois qu'on n'a plus le temps, c'est là qu'il faut prendre des décisions et avoir une vision pour savoir où on veut aller. Et donc, comment trouver cet équilibre
entre prendre le temps et en même temps réussir à prendre des décisions rapides au moment où elles s'avèrent nécessaires. C'est absolument pas facile. Donc on est filmé, enregistré, c'est ça? Ah, ok. Non, mais il fut un temps, il y a longtemps, où il y avait un commissariat au plan. Alors, moi, je suis pas pour la planification Gosplan et tout ça soviétique, hein, c'est pas le propos, mais il fut un temps où, au cœur de l'État, on se posait la question du temps. Bon, je note. Je note qu'il y a un commissariat au plan et que François Bayrou, si vous l'avez vu, moi je pense qu'il s'est perdu dans un couloir et ça fait 2 ans qu'on l'a pas vu parce que 12 personnes pour faire 10 pauvres rapports, il y a la mesure qu'on prend des choses, quoi. Il y a un truc comme ça. Donc il suffit pas de mettre le nom pour avoir l'ivresse. Il y a un truc comme ça. Bon, vous le couperez au montage. On s'est doté dans les années 50 d'une planification d'État. Alors c'était un peu rigide. Moi je pense que le commissariat au plan il sera plus organique que physique aujourd'hui. Il sera fait de hubs territoriaux. Je pense que les initiatives viendront autant du terrain que la demande d'expérimentation de la tête, qui aura une espèce de perméabilité qu'on n'avait pas dans les années 50. Je pense que le rhizome Internet, des Internets dont on bénéficie, il est propice à ça. On aura des wikis de solutions, on aura aussi des wikis de problèmes, bref, il y a plein de choses à faire. Moi, je pense que j'irai jamais là parce que c'est un lieu qui est difficile. Mais si jamais j'y vais, j'aimerais bien être secrétaire d'État aux bonnes idées. Ça me ferait plaisir d'être ça. Et grâce au préfet, plutôt que d'envoyer les flics, il pourrait aussi envoyer des idées en amont du territoire. Enfin, il y a un truc comme ça. Donc, il y a moyen. Et donc, on l'a théorisé, là j'en blague, mais pour un vice-premier ministre du temps long. Je pense qu'il y a possibilité de jouer avec l'existant et faire un vice-premier ministre au-dessus des ministres et en dessous du premier ministre, qui a les préfets comme relais des deux côtés, pas seulement pour les CRS, et aussi pour avec un permis d'expérimenter. Je pense qu'à ce moment-là, vu que le cap n'est pas clair, que l'horizon n'est pas posé, il y a un truc intermédiaire qui est l'expérimentation. Le au pire, ça marche. En fait, il y a plus de risques à pas bouger qu'à bouger. Donc, l'expérimentation devient une voie de salut. Pas nécessairement de réussite, mais de salut. Si en plus, ici, on peut célébrer les échecs que, je ne sais pas, la Corrèze aurait faites, ça peut aider les Bourguignons à faire différemment. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Une espèce de fluidité qu'on n'avait pas dans les années 50. Mais ça s'est fait. Et puis moi qui aime la République, si vous aimez, vous, la royauté, il fut un temps où certains monarques plantaient des forêts pour que la petite fille ou le petit-fils puissent avoir des armadas. Donc le temps long, à un moment donné, il a été aussi géré différemment. C'est notre célérité, c'est le temps court qui nous a un peu tué dans l'œuf aussi la perspective du temps long. Donc prendre le temps du temps est, à mon avis, encore une fois, une bonne mesure. Vous vouliez ? En fait, c'était une question sur la planification, donc vous avez partiellement répondu. C'était pour savoir, la planification, vous le voyez comme une solution d'impatient ? Est-ce que c'est de dire on n'a pas fixé un avenir commun, on n'a pas fixé un horizon commun et on commence déjà à planifier et ça devrait être une étape qui intervient plus tard ? Vous avez dit tout à l'heure rapidement que vous étiez contre la planification. Est-ce que vous pouvez faire le lien entre prospective et planification ? Non, je ne suis pas du tout contre la planification, pas du tout. Mais ça ne peut pas être le début de l'histoire. La planification est le service d'un horizon. On ne peut pas d'abord planifier et ensuite se demander où on va. C'est comme construire des routes sans savoir où aller. Alors moi j'aime bien à titre individuel. Une phrase que j'aime bien, c'est ne demande jamais ton chemin, tu risquerais de ne pas te perdre. Mais au niveau d'un État, c'est un peu... voilà. Donc je pense que le temps de l'horizon, il est préalable au temps de la stratégie. Et là, il y a quelque chose qui s'est commué où on fait de la stratégie en construisant des routes sans se poser la question de la destination. Mais on n'a pas tout le temps fait ça. Comme si on prorogeait un système était devenu la règle. On est devenus des gestionnaires, pas des visionnaires. Seulement, la voie, elle nous amène dans une impasse. René Dumont, il nous le disait déjà. Donc on est à ce moment-là où il faut re-questionner l'horizon avant même d'imaginer employer des gens pour faire des routes. Donc je ne suis pas du tout contre la planification, c'est juste une étape. C'est comme la prospective, elle est du domaine du marketing. Quoi ? Du marketing ? Ah bon ? Je pensais que c'était de la stratégie, moi. Mais bon, très bien. En tout cas, il y a quelque chose qu'il faut replacer à son juste endroit. Et le juste endroit, c'est celle ou celui qui prendra le temps de savoir où il veut aller. Il répondra à cette phrase de Sénèque, « Nul vent favorable pour celui qui ne sait où il va ». C'est pour ça que la boussole, vous la faites où vous voulez. Mais en tout cas,
essayons de re-questionner la question de la boussole. D'ailleurs, la raison d'être est un exercice éminemment philosophique. Moi, je suis ravi qu'elle traverse les entreprises. Je me demandais avant ce qu'elle faisait d'ailleurs, sans raison d'être. Elle prolongeait un système. Donc la raison d'être, ils se prennent le temps de savoir pourquoi ils font les choses et le pourquoi ils l'écrivent en 2 mots. Génial. Et à mon avis, c'est bien de le faire tout au long de sa vie. À l'échelle d'une vie, c'est bien de se dire où on va. Ça peut bifurquer. On a quand même un horizon global à l'échelle de nos vies. Si j'avais à conclure pour finir dans les temps, je résumerai mes propos comme suit. Je dirais que la fin d'un monde n'est pas la fin du monde. C'est peut-être même l'opportunité en conscience de vivre une nouvelle renaissance, de vivre une nouvelle épopée. Et moi, toute une partie de mon propos, même en histoire, c'était comment on peut être héroïque autrement qu'en temps de guerre. Est-ce qu'on peut être héroïque en temps de paix? Et c'est ça qui... Si on arrive à trouver la réponse, je pense qu'il y a pas mal d'aventures à vivre en ce moment. L'avenir ne se prévoit pas, il se prépare. C'est la belle phrase de Maurice Blondel qui dit que la prospective, l'art d'imaginer les futurs, c'est un moyen au service d'une fin. Et ce n'est pas une fin en soi, on n'est pas des devins. On le prépare, l'avenir. À l'Institut, on a choisi ouvrir les futurs, libère le présent. C'est évidemment un médium. C'est une invitation à écouter le bruit de la forêt qui pousse autant que celui de l'arbre qui tombe et à ne pas prendre ce que l'on voit dans les médias comme la réalité. C'est une perception. C'est une perception que nous envoient les médias du monde. Et peut-être, mon militantisme ou notre militantisme, c'est de réhabiliter l'avenir. Oui, un futur noir est possible, surtout si on ne fait rien. Mais oui, des futurs souhaitables sont possibles, surtout si l'on y contribue. Et je pense qu'il est temps de prendre au sérieux nos rêves et d'en faire une stratégie. Parce que je pense qu'il y a une inversion de la charge de la preuve. Les folles et les fous aujourd'hui ne sont pas ces hérétiques, ces utopistes qui pensent qu'un monde différent est possible. Les folles et les fous sont, je pense, celles et ceux qui pensent qu'on peut continuer comme ça sans rien changer. Donc la folie a changé de camp. Ça ne nous fait pas gagner de l'argent, mais ça nous évite de perdre du temps en nous disant en fait, on a dépassé la phase hérétique. Vous savez, c'est Schopenhauer, je crois, qui dit qu'il y a 3 phases dans une révolution. La première, elle est ridicule. La seconde, elle est dangereuse. Et la troisième phase, elle est évidente. Je pense qu'on est passé du ridicule au danger. Et on voit bien d'ailleurs. Et le danger, c'est plutôt un bon signe. Ça veut dire qu'il y a de la vie. Et vous savez, les peuples heureux n'ont pas d'histoire. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne parle pas des contes optimistes et positifs. Il nous faut du danger pour être exalté. Là, qu'on soit rassuré, on est dans la phase danger. Et si on est dans la phase danger, je pense que nous, c'est une grande épopée. Je pense qu'on est des chevaleresses et des chevaliers de notre siècle et qu'on est en train de transmuter notre civilisation en autre chose. Et si on avait à faire ça, notre devise pourrait être « À cœur vaillant, rien d'impossible », mais à cœur écrit à la sauce de maintenant. Et j'ai un cadeau à vous faire dans la dernière minute. Comment on fait? C'est souvent la question. Alors en 1 minute, c'est un peu, évidemment, fou de penser que je vais y répondre, mais j'aimerais vous parler d'un rêve et de 3 A en 30 secondes. Le rêve, c'est le rêve de Patrick Vivray, ce philosophe du Buen Vivir que j'adore, qui dit que dans ce moment de métamorphose, il y a des choses à faire en même temps. Le R, c'est de la résistance créative. Il y a à dire, il y a basta, no passaran, à des choses qu'on ne veut plus voir dans le monde. Chacun son combat. Moi, l'évasion fiscale, j'en peux plus. On connaît les noms des gars, on connaît les comptes, on a des porte-avions, il y a quelque chose à faire. Le E, c'est l'expérimentation anticipatrice. L'invitation à être soi-même le changement qu'on veut voir dans le monde. Si vous voulez plus de mobilité douce, faites de la mobilité douce et arrêtez la voiture. En gros, si vous voulez moins de viande dans la cantine, faites des choses. Il y a plein de choses à faire pour expérimenter des choses différentes. Et la V, c'est la vision transformatrice. C'est quelle histoire on se raconte ensemble pour aller où? C'est ce dont on a parlé ce matin. Et à l'échelle d'un individu, je finirai là, c'est l'invitation de faire 3 A. Le premier A, c'est peut-être abandonner quelque chose qu'on fait, mais qui n'a plus lieu d'être dans le monde dans lequel on aimerait vivre. Et là, il y a plein de choses à abandonner. Le deuxième A, c'est améliorer quelque chose qu'on fait déjà, mais qu'on pourrait mieux faire. On est beaucoup dans cette phase-là en ce moment. On optimise l'existant. C'est gérer ce 4e yaourt qu'on prend 1 semaine d'énergie dans notre frigo pour jeter le dimanche. C'est 25% de pénurie alimentaire comme ça qu'on pourrait retrouver en Europe. Et le dernier A, c'est adopter quelque chose de nouveau en expérimentation et voir si ça nous plaît, avec la seule philosophie du « au pire, ça marche ». Et adopter des nouvelles choses, il y a plein de choses à adopter. Et je vous en donne une pour le temps. On dit qu'on n'a pas le temps, qu'on n'a jamais le temps. Eh bien, une manière de prendre le temps, c'est de se faire des cadeaux de temps. Moi, je l'ai reçu de Patrick Vivray, celui dont je parlais là. Donc, vous prenez quelqu'un que vous aimez bien, qui vous connaît bien,
et vous lui dites dans 3 mois on se voit. Dans 3 mois, vendredi 15h30, 17h30, mets-le dans ton agenda, on fera un truc ensemble. Il vous aime bien, il le prend, c'est important, il le met. Le vendredi dans 3 mois au matin, vous l'appelez, vous lui dites en fait on va pas se voir cet après-midi, je viens de te faire un cadeau de temps. Prends ces 2 heures pour faire quelque chose dont tu n'as jamais le temps de faire. Et là, il a 2 exercices philo à faire à ce moment-là. C'est la liste de tout ce qu'il n'a pas le temps de faire. Il y a déjà en soi déjà un cadeau à se faire. Et il doit en choisir un dans les 3 heures pour le faire pendant 2 heures. Ça aussi, c'est assez sympa, de choisir pourquoi celui-là est plus qu'un autre. Si ça vous plaît, faites-le le cadeau de temps à quelqu'un d'autre. Il y a une espèce de chaîne de cadeaux de temps comme ça qui va se déployer. Et sachez que moi, je l'ai fait au niveau d'une équipe. C'est-à-dire que vous réunissez les 15 personnes dans la réunion qui est un peu soporifique de d'habitude, là, et vous dites, en fait, je vous fais un cadeau de temps, vous avez l'heure de la réunion ou les 2 heures de la réunion pour faire quelque chose que vous n'avez jamais le temps de faire. Pareil, avec l'exercice philo, vous faites la liste et ils font un truc. Et je l'ai même fait en 45 minutes. Je vous le dis, on était dans une salle et on n'avait que 45 minutes. Je ne sais pas si on l'a fait avec vous. Hein. Ben, c'est avec vous que je l'ai testé. Et là, passer ce coup de fil, vous savez, ce coup de fil que vous devez passer depuis 5 mois, vous avez 30 minutes pour le faire. Et là, tout le monde sort avec son coup de fil, essaye d'appeler l'ex, la grand-mère, la belle de je ne sais pas qui, et ça passe le coup de fil, et ça revient. Il y avait la moitié pour qui ça a été transformateur, et la moitié comme moi, où il ne l'a pas décroché. Il ne suffit pas de vouloir non plus faire un cadeau de temps pour qu'il décroche. Il y a peut-être des choses un peu plus compliquées. Mais voilà, prenez ce temps-là pour prendre le temps, qui est à mon avis une clé préalable à toute transformation. 10h02, on est bien. On est bien, merci beaucoup merci Mathieu. À vous, merci les internets. Donc, merci beaucoup à toi. Et donc vous retrouverez des extraits, le best-of, le florilège de cette conférence prochainement sur Next, où on va voir comment on peut partager ça peut-être sur banquedetterritoires.fr. Et Mathieu, je te donne rendez-vous. Du coup, on va prendre rendez-vous pour le 3 février, 14h30, 16h30. D'accord, je t'en dis pas plus. Avec plaisir. Allez, merci à tous. Bonne journée à tous.